Eh bien, bonjour à tous, bon mercredi. C'est la revue des grandes unes, c'est la troisième édition de la semaine avec la presse, la nouvelle expression qui parle de Douala. La police saute sur les avocats. C'est le titre proposé par le tabloïd de ce matin. Le journal explique que la rocambolesque scène s'est déroulée hier au tribunal de première instance de Bonanjo, lorsqu'une escouade de policiers et anti-émeutes a donné l'assaut et a pulvérisé d'ailleurs le gaz lacrymogène dans une salle d'audience à Chicomble pour disperser les magistrats, les avocats et même le public. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également de la crise anglophone avec une cabale contre Equinox Télévision. Le journal fait savoir que des témoignages des femmes au cours de l'émission Parole de femmes au cœur d'une fausse polémique. C'est en page 5. Du social-démocratique au MRC, la stratégie du bouc émissaire, c'est ce qu'on lit dans le journal en page 2. On parle également du Cameroun-Mozambique. Cette rencontre, les spectateurs exclus donc de la fête. C'est le journal qui le précise également ce matin en page 4. On parle de l'Assemblée nationale avec le projet du nouveau siège coincé carrément en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le Messager pour sa part parle des finances publiques. Le Cameroun bientôt insolvable. C'est une question que se pose le tabloïd avec notamment des analystes des questions économiques et financières qui également estiment que le risque très élevé de surendettement extérieur pourrait donc conduire le pays dans une situation de non-solvabilité. C'est en page 5. On découvre également on parle aussi d'autres de choses dans le journal. Ce matin, c'est le Messager. Les du Sahel qui en kiosque parle de l'extrême nord. 100 millions de francs CFA pour relancer la filière laitière. C'est le journal qui le dit en page 4. On parle également de délestage dans le Grand Nord. Paul Biya interpellé sur la crise énergétique par le collectif Septentrion Veille citoyenne. C'est le journal qui propose le sujet en page 11 ce matin. Et puis l'autre journal disponible en kiosque, c'est bien entendu Kalara qui parle donc de patrimoine, BISEC et notamment CBC dans le pillage d'un héritage. C'est le journal qui propose le titre et il nous apprend qu'il y a des agents des deux banques accusés d'avoir facilité les décaissements frauduleux dans le compte bancaire d'une succession. Alors, la super chérie aurait donc profité à la veuve. Depuis l'Angleterre, l'un des héritiers lésés saisit notamment la justice et demande donc réparation. On peut le lire en page 10. Le journal parle également de dilatoire. La cour d'appel du centre bloque encore le procès contre Kalara, votre journal. Le journal parle donc de plus de 10 mois déjà après les lourdes condamnations prononcées contre le journal. Et les journalistes, les juges hésitent toujours à rouvrir donc le dossier. C'est en page 6 du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal Le Financier d'Afrique parle donc de finances publiques avec un débat autour du compte unique du Trésor. Selon bien sûr le journal, la réforme consacre donc un compte unique à partir duquel les sous-comptes sont donc ouverts aux grandes administrations comme l'impôt, la douane, le Trésor et bien entendu les cités dites. Et également, on parle aussi de certaines grandes entreprises spécialisées comme l'ART, l'ARMP et notamment la CSPH. Dossier à lire de la page 5 à la page 8 ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque avec d'autres informations aussi à lire. L'autre journal disponible en kiosque, le quotidien Le Jour de ce matin qui parle donc de cancer du col de l'utérus. Enquête sur le vaccin qui divise. C'est le journal qui propose le sujet. Parlant également de l'économie camerounaise, il faut 2000 milliards de francs CFA pour redémarrer notamment des activités économiques dans notre pays. C'est l'article proposé par le journal ce matin, c'est le quotidien Le Jour. Mutation parle de CEMAC, CEAC, contraction pour la fusion. Le journal propose le sujet et nous apprend d'ailleurs qu'il y a une réunion d'experts qui s'est donc tenue lundi en vue donc d'accélérer la rationalisation même des deux communautés économiques. Et là, les effets attendus du rapprochement sont donc à lire dans le journal en page 9 du numéro disponible en kiosque qui parle également du contrôle supérieur de l'État avec des gestionnaires convoqués dans le journal ce matin également. Alors, le journal parle aussi de le spectre de la grippe aviaire qui prend de l'ampleur au Cameroun. C'est à découvrir en page 9 du journal Mutation qui propose le sujet ce matin. Le journal
le journal Émergence, pour sa part, parle de guerre dans le Nozo avec le danger Kamala Harris. Donc, dans le numéro de ce matin, là, le journal parle donc de la vice-présidente élue des États-Unis qui fait partie donc des sénateurs qui avaient saisi Donald Trump pour solliciter une intervention américaine au Cameroun. Ce qui va changer dans le conflit anglophone, l'arrivée notamment des démocrates et à la Maison-Blanche à découvrir dans le journal, et aussi l'expertise et tout au moins l'éclairage d'un expert des questions des relations internationales à découvrir dans le même dossier proposé par le journal ce matin. C'est le journal Émergence qui a d'autres informations aussi. À lire dans la presse aussi le soir hebdomadaire qui parle de message d'Olivier Billet à la nation après la tragédie de Kumba. Arrangeons le pays, arrangeons le Cameroun. C'est l'information à lire également dans le journal ce matin, le soir hebdomadaire, avec d'autres informations aussi, tout comme Tribune d'Afrique qui s'intéresse à la menace de grève à la SIC. Le journal fait savoir comment Amadou Sardouna a sauvé Kecha Koutez, à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd de ce matin. Et aussi surtout l'éditorial de Faustin Djikam que je vous invite à lire en page 3. Le même journal parle également de l'affaire Edgar Alem et Bengor au cœur d'un procès kafkaïen à découvrir dans le journal ce matin également. Le journal Éco-Santé s'intéresse à la gestion des fonds de la Covid-19. Le Fonds monétaire international salue justement la transparence du Cameroun. C'est la grande une du journal ce matin. Je vous invite à parcourir le journal. Et aussi le journal s'intéresse à d'autres faits qui concernent la santé de notre pays. Le journal économique qui en kiosque parle d'aviculture avec le Cameroun sous la menace d'une nouvelle pandémie de grippe aviaire. Le journal parle également de l'entreprise avec le port de Kribi qui donc sollicite bien entendu d'autres collaborateurs pour notamment améliorer les conditions de travail de ce côté-là. Et on voit bien qu'il y a le port de Kribi qui aujourd'hui consolide également la collaboration avec des autres ports africains. Et là, tout cela pour permettre notamment à la structure de fonctionner aisément. C'est à lire aussi dans la presse ce matin. C'est le quotidien de l'économie qui est en kiosque. Voilà ce que la presse nous propose avec déjà nos invités sur ce plateau. Idriss Lissam, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour Prince Arsène Ngekam. Et merci d'être là. Prince Aris, bonjour. Bonjour Flavien Vallon-Dongo, bonjour Idriss Lissam, bonjour aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision. Je voudrais entrer dans cette émission en ayant une pensée beaucoup plus émotive et aux populations de la ville de Kousséri qui vivent le martyre avec les inondations que nous avons tous vues grâce au grand reportage d'Equinox Télévision. Depuis le 2 novembre, donc, les populations de Kousséri vivent le martyre avec les inondations. Ils ne vivent pratiquement plus, les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Le maire de ce côté-là, Isseni Dakadra, est pratiquement porté disparu. On ne voit pas le maire. Au lieu d'assister ces populations pendant ces moments, on ne le voit pas. Il est où? On ne voit pas le maire, on ne voit pas le maire. Les populations demandent bien où est passé le maire pour les assister pendant ces périodes d'inondation. Vous vous souvenez que c'est pratiquement chaque année que le fleuve Logone sort de son lit et on vit la même situation chaque année. On est tenté de se demander, est-ce qu'il n'y a pas un plan de développement urbain de cette ville, de la ville de Kousséri, pour que chaque année on puisse revivre les mêmes choses. Je voudrais ici aussi féliciter aussi certains élites de ce coin qui, malgré l'absence du maire, se sont battus pour apporter leur soutien aux populations, notamment le conseiller municipal. Le conseiller municipal d'Akabouya, qui a mobilisé les sacs, les populations et des sacs pour qu'on puisse remplir des sables pour protéger les différentes maisons. Donc c'est une situation rocambolesque. Nous appelons aussi l'État du Cameroun et les forces vives de ce département-là pour qu'ils puissent mobiliser des moyens et des fonds pour assister les populations. Il n'y a pas qu'à Kousséri, il y a aussi à Blangwa qu'on vit la même situation. Mais heureusement, de ce côté-là, le maire se bat au moins. Oui, en tout cas, on sait quand même qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Et comme quelqu'un le disait encore, le Cameroun est comme une marmite qui bout. Et à tout moment, il peut y avoir... Oui, on ne devrait pas. Je vous donne, on ne devrait pas rester tranquille. Nous avons notre travail, c'est de le dénoncer tout le temps
pour attirer l'attention de nos gouvernants, pour que ça change. La police qui a sauté sur les avocats, la nouvelle expression, sur le titre de la nouvelle expression ce matin, peut parler un peu de ce qui s'est déroulé au tribunal de première instance, Bonanjo, ici même à Douala. C'était hier soir. On a bien vu les avocats et les magistrats courir dans tous les sens dans une salle d'audience. Oui, il faut dire qu'en lisant la nouvelle expression ce matin, on constate que c'était à 19h30 et que 2 avocats sont à Newbell depuis quelques jours. Et pourquoi? Et on parlerait d'une affaire d'environ 3 millions de francs, Flavien, et une affaire en fait qui a mal tourné, c'est-à-dire que ces avocats étaient conseils de quelqu'un et qui a perdu le procès et qui avait dû, selon leur plainte, ils ont récupéré 3 millions pour, entre guillemets, corrompre le magistrat qui avait l'affaire et tout ça. Et maintenant, l'affaire a mal tourné pour dire que le procès a été perdu. Et celui qui a donné les 3 millions vient revendiquer, vient dire qu'il a été escroqué. Alors, derrière cette affaire, les avocats se sont mis en collégialité. Environ 80 avocats étaient mobilisés pour demander la liberté provisoire de leurs confrères. Et le tribunal était plein. Et il semble que depuis hier, durant toute la journée, de 9h jusqu'à 19h30, et lorsqu'on a délibéré, en fait renvoyé l'affaire en délibéré, et sans libérer l'avocat, c'était la grosse colère. Je pense que les avocats n'ont pas accepté cela, parce qu'en dehors des 80, il y en avait d'autres qui sont venus pour vivre cela de leurs propres yeux. Et c'est là où on dit, selon le reporter, que il y avait depuis la journée une équipe spéciale d'intervention rapide avec quelques policiers qui ont gazé l'extérieur du palais de justice et l'intérieur du palais de justice. Et à ce moment-là, c'était la débandade, les jeux et tout le monde. Il fallait véritablement chercher à sortir de ce milieu. Vous savez, avec le gaz lacrymogène, ça prend les yeux et la face et tout le reste. Et d'autres suffoquaient avec tout ce que cela comporte. Donc le reporter nous rappelle que les avocats sont sortis furieux. Ils ont dit que franchement, le bâtonnier était vraiment mort, parce que si le bâtonnier était encore vivant, ce genre de choses ne se seraient pas passées. D'un et de deux, que ce matin, ou bien ils ne se laisseront pas, l'affaire ne va pas se terminer ainsi, parce que c'est pas eux les avocats qui devraient subir ce type d'humiliation et ce type de traitement où la police est obligée de sauter sur eux pour une raison que eux ils ignorent. Alors, Aristide Ngekam, vous avez parcouru le traitement réservé à cette actualité par la nouvelle expression ce matin. La police qui saute sur les avocats, tout est parti de l'histoire, tel que raconte un peu Idriss Lissom. Oui, la nouvelle expression a choisi l'angle de la répression. C'est-à-dire, moi je perçois le titre de la nouvelle expression comme une sorte de dénonciation pour dire, quel que soit ce qui pourrait arriver, il ne fallait pas en arriver là. Mais ce qu'il faut noter dans cette affaire, c'est une affaire qui est malheureuse. C'était une affaire bien que courante au Cameroun, où un certain nombre d'avocats sont devenus, excusez-moi le terme, peut-être des rabatteurs auprès des magistrats. Auprès des magistrats. Une affaire qui a mal tourné, si on s'en tient au compte rendu ici et là, parce que nous n'avons pas eu la version des faits des mises en cause, notamment des prévenus, des 2 avocats qui ont été mis sous mandat de dépôt selon la terminologie pour outrage à magistrat et escroquerie. Ils ont été mis, déjà il faut noter que le premier X, c'est qu'ils ont été mis d'abord sous mandat de dépôt à la prison centrale de Newbell. Et que pour le statut, ils espéraient, après avoir demandé une mise en liberté provisoire, ils espéraient tout au moins, avec les garanties qu'ils ont, parce qu'il y a eu des garants. Vous savez, le code de procédure pénale aujourd'hui a tout prévu. Et c'est là le débat. Le débat qui est fait tout autour n'est pas l'escroquerie. Le débat, c'est le respect de la règle du droit, le respect des procédures, la diligence. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire que Flavien Dongwa a une affaire au tribunal, il dispose des garanties. Il a des garanties, c'est-à-dire qu'un domicile, des représentations, et même, il est à même de déposer une caution, mais le magistrat ou le juge estime qu'il lui signe un mandat de dépôt et l'envoie en prison, estime que pour lui, c'est le juge qui apprécie dans tous les cas, qu'il peut vous accorder la liberté provisoire, ou alors il peut vous envoyer en détention préventive au niveau de la prison. Les avocats le savent quand même. Bon, les avocats le savent. Voilà. Je dis, les avocats le savent. Et du coup, il y a le caractère spécial. C'est-à-dire, il dit, quand même, je suis quand même
je suis quand même avocat, je bénéficie quand même d'une représentation, comme tout autre citoyen. Et c'est donc ça le procès de la justice camerounaise. C'est-à-dire le procès des procédures et de la justice même camerounaise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des garanties, vous présentez des garanties, mais un magistrat ou alors un juge estime, pense autrement et vous défère et décide de vous déférer à la prison centrale de New-Bel ou que ce soit d'un Conakry. Donc voilà en principe le débat qui est chaud, qui a échoué. C'est la pomme de discorde, qui a échoué hier, parce que tous ceux qui se sont déplacés au niveau du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo estimaient qu'ils avaient toutes les représentations possibles, ils avaient toutes les garanties pour qu'on puisse laisser leurs confrères comparaître libres. Le juge, les magistrats en ont décidé autrement. Ils ont décidé de mettre l'affaire en délibéré. Et je voudrais dire, pour ceux qui nous écoutent, qui ont l'habitude d'aller dans les tribunaux, savent que c'est courant. C'est-à-dire que lorsque le magistrat peut vous recevoir aujourd'hui et décide de mettre l'affaire en délibéré, même sous un mois, en fonction de son calendrier, en fonction du calendrier de ce côté-là. Aujourd'hui, pour l'affaire la dite affaire, l'affaire a été renvoyée, a été mise en délibéré pour le 25 novembre. Okay. Et les avocats estiment que... C'est la méthode utilisée par... Oui, qui est querellée ici et qui suscite le courroux des hommes en robe noire. Alors, voilà. lorsque vous faites une demande, la personne à qui vous adressez la demande est libre d'accepter ou de refuser. Oui, en fait, Flavien, il faut noter deux choses. Si on est face à il a dit un motif outrage à magistrat. Alors, vous savez, vous connaissez la notion de outrage à chef d'État. Les avocats le savent également. Attendez, non, c'est pas dire qu'outrage à chef d'État, vous savez, quand d'autres citoyens on sont face à cela, on vous met ce motif, on vous met là, vous êtes pris pour outrage à chef d'État. Vous connaissez comment ça se passe souvent dans ces pays. Alors, le juge prend sur lui et assume sa décision, puisque cela fait partie il assume cette décision. Là, il y a une question de outrage à magistrat. Donc moi, je pense que s'il faut lire ça à deux niveaux. C'est vrai que c'est un avocat, mais il faut comprendre que si ce n'était pas un avocat, plein de citoyens vivent ce type de choses tous les jours. Alors, le magistrat va vous démontrer que lui, il est le magistrat. C'est-à-dire que quand il a le pouvoir, et pour se faire là, sa conscience. C'est de ça qu'il est question, Flavien, ici. Donc, outrage à magistrat, je suis le magistrat. Donc, outrage à moi, le magistrat, chez moi, vous allez rester là jusqu'au 25 novembre. Il va rester là-bas et on va... Mais c'est pour démontrer que pour que va, je suis le magistrat, je suis dans mon... En fait, c'est de ça qu'il est question. Alors, lorsque vous voyez maintenant la mobilisation des avocats, c'est pas facile. Et ils savent, ces avocats, c'est pas pour eux qu'ils sont venus en masse et que la corporation prend cette affaire. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est une question d'affrontement entre les avocats et les magistrats, qui sont, on le sait très bien, très souvent des amis. Hein, ils savent être des amis, ils savent faire des compromissions, ils savent dealer entre eux. Mais maintenant, lorsque, à un moment, ça ne marche pas, le magistrat veut continuer à démontrer, que ce soit face aux avocats ou bien face aux autres, que je suis magistrat et j'ai prérogative de cogner. Parce que je prends les dispositions et je vais justifier sur le plan de mes prérogatives. En fait, c'est de ça que la question. Ça sont tout ce que je suis persuadé, parce que peut-être que les journalistes qui traitent cette question vont nous apporter. Parce que moi, ça, on raconte les faits là, mais il doit y avoir sûrement d'autres choses que nous ne maîtrisons pas dans cette affaire. Et c'est une sorte de démonstration de puissance des magistrats face à ces avocats qui sont aujourd'hui prévenus du côté de New-Bel. En fait, c'est de ça qu'il est question. Mais est-ce que les avocats vont-ils accepter que leurs confrères soient traînés ainsi? Parce que c'est une question de réputation. C'est une question de l'image des avocats qui est bafouée et traînée dans la boue. La corporation va-t-il accepter cela? Est-ce que pour une fois, les avocats qui sont habitués à s'asseoir avec les juges pour trouver des compromis, ne doivent-ils pas faire jouer la diplomatie? En tout cas, ils seront s'entendre. Non, c'est là que jouer la diplomatie à ce moment-là pour pouvoir s'entendre et résoudre ce problème. Parce que ce n'est pas beau de voir comment la superpuissance des magistrats sur ceux qui sont avec eux des partenaires, c'est-à-dire que parce que les avocats et les magistrats sont des partenaires, c'est de ça qu'il est question. Pourquoi aujourd'hui il y a ces clashs? Je pense qu'à un certain moment, il faut que les deux parties prenantes s'asseyent. Qui peut jouer la médiation? Peut-être que le bâtonnier aurait pu jouer, mais il y a quand même un bâtonnier par intérim qui est là, qui doit pouvoir jouer la médiation et sortir de ça, parce que la réputation, que ce soit des magistrats est en cause et la réputation des avocats est
sur le grill. D'accord, donc le journal La Nouvelle Expression qui parle donc de la police qui saute sur les avocats a choisi l'angle de la répression également observé sur le terrain pour dénoncer ce qui s'est passé après. Cette façon de faire qu'au-delà de tout, au-delà, on peut revendiquer et nous restons toujours dans le principe de la revendication. C'est-à-dire que vous vous sentez amoché, vous portez des revendications, mais il ne suffit pas de porter des revendications pour qu'on puisse vous amener la police pour vous traiter comme si vous n'étiez cette affaire banale peut conduire demain à un blocage. Voilà, comme des parce que c'est ça, on ne sait pas d'où ça va. Moi, je dis, il faudrait qu'on reste, pour sortir de ce sujet, il faut qu'on reste sur le principe. Le principe, c'est que ce qui est dénoncé là, c'est que vous avez des justiciables, parce qu'il faut le dire, qui ont présenté des garanties, mais le juge en a décidé autrement, et d'où la colère des avocats. Donc moi, je pense que le procureur général auprès de la cour d'appel du littoral et le représentant du bâtonnier peuvent s'asseoir sur ce type de problème et se parler et trouver même pas un compromis. En tout cas, c'est ce qui va certainement être fait. De toute façon, on va également permettre aux lecteurs d'aller lire ce que le journal a proposé comme traitement à cette autre actualité. Alors, Émergence, ce matin, parle de guerre dans le nord-ouest et sud-ouest et nous apprend que la vice-présidente des États-Unis, désormais, en tout cas, faisait partie de ces sénateurs qui avaient souhaité qu'il y ait une action, une intervention américaine au Cameroun à la suite de ce qu'on observe dans les régions anglophones. Oui, Flavien, il faut dire... Est-ce que ça va se poursuivre cette fois? Quelle est aux affaires? Non, il faut expliquer, Flavien, aux téléspectateurs et ceux qui vont lire Émergence et ceux qui sont à l'écoute qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la notion de lobbying. Alors, le lobbying aux États-Unis, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une démarche. Il y a des gens qu'on appelle des lobbyistes qui ont des cabinets. C'est-à-dire que j'ai une affaire, ça peut être une affaire contre un individu, une organisation morale, un État et tout ça. Je prends un lobbyiste. Si je veux que le Congrès américain me soutienne, je lui présente, je lui dis, je veux que le Congrès me soutienne. Et voici les éléments de ma cause. Je vais raconter le lobbyiste va mobiliser les congressistes. Ils font leur job et ils sont payés parce que ce n'est pas gratos. Alors, et pour ce faire, c'est pour ça que vous vous souvenez quand cette crise a commencé, on avait ici toujours, lorsque la presse était, on avait toujours le besoin de dire que nous sommes face à une incompétence de notre gouvernement. Parce que ce que les ambassoniens font, l'État peut faire ça 10 fois plus, parce que l'État a tous les moyens. Et pour démontrer et pour faire des choses. Mais ils ont laissé le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont pris des cabinets de lobbying qui ont approché justement des sénateurs à l'époque, parmi lesquels la future vice-présidente des États-Unis, qui ont fait ce que Émergence révèle là. Et maintenant, pour dire que elle a été touchée, cette fois-ci, elle est maintenant plus à une fonction de décision, donc plus influente que jamais. Alors si le cabinet continue à faire son job, elle va être un élément, un maillon fort pour nos compatriotes qui sont là-bas et qui ont leurs griefs qui sont connus et avec leur démarche qui est connue. Donc en fait, c'est tout simplement le fait que le quotidien Émergence ressort cette affaire, c'est pour attirer l'attention du gouvernement et que le gouvernement doit pouvoir savoir sur quel pied danser. Voilà. Parce que il y a eu une démarche à une certaine époque qui a conduit à un type de résultat. On a vu l'influence qui a été forte avec tout ce que cela comporte. Aujourd'hui, un de ces sénateurs est arrivé à un niveau plus élevé. Est-ce que la même démarche pourra produire les mêmes effets? Est-ce que le gouvernement restera les bras croisés pour ne rien faire? Est-ce que la diplomatie gouvernementale va être plus percutante, plus forte, plus présente, plus... Donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a plusieurs éléments dans sa besace pour pouvoir... ce sera désormais plus de pression maintenant? Ça dépendra. Vous savez, les relations diplomatiques se font en fonction, évoluent en fonction des intérêts des différents États. Mais je voudrais... c'est un élément qu'il faut déjà prendre en compte pour le gouvernement du Cameroun, pour dire voici ce qui peut advenir. J'en parle parce que ça fait à l'époque la une de Forum Libre, lorsque le Congrès a été saisi par les ambassoniens. J'en ai parlé dans le journal. Et je dis, comme Idriss l'a expliqué, c'est des mouvements de lobbyistes qui font participer, que ce soit les congressistes ou alors les sénateurs ou d'autres parlementaires, qui pensent... qui ont une idéologie qui va dans cette logique-là. Donc, il faut déjà mettre la future vice-présidente, disons-le comme ça, des États-Unis
comme une adjuvante de ceux qui ont pensé qu'il fallait intervenir, au Cameroun, et non seulement qu'il fallait intervenir au Cameroun, mais qu'il fallait accorder du crédit à ce qui se passait au Cameroun, qu'il fallait mettre un accent, c'est-à-dire accorder du crédit sur ce qui se passait au Cameroun, ouvrir l'œil sur ce qui se passait au Cameroun afin de trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus des exactions. Alors cette fois, elle va davantage accélérer ou alors ça voudrait dire sur l'accélérateur? Ça voudrait dire qu'au sommet de l'exécutif des États-Unis, il y a une personne qui connaît ce dossier et qui peut à tout moment, au vu des interpellations des autres, se saisir rapidement de ce dossier et apporter, je ne dirais pas une solution, je ne sais pas, avantageuse pour un camp ou pour un autre, mais il faut retenir qu'il y a une personne centrale qui a connaissance de ce dossier et qui peut en parler avec des éléments. Alors, Émergence propose justement le sujet ce matin. Je vous invite aussi à lire l'article. On parle également de défense du territoire avec José Betiasomo qui est sur les voies de la sécurisation. On l'a vu dans le sud-ouest. Il est revenu à Douala rencontrer les victimes même de ces exactions dans la crise anglophone. Les hommes en tenue, blessés, grièvement, ceux qui sont encore en vie de toute façon. Oui, on appelle ça une opération offensive, hein, vous savez, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Hein, en principe, dans une situation de crise, on aurait vu José Betiasomo, c'est vrai qu'il donne l'image aujourd'hui d'un ministre de la Défense proche, parce que ça, les autres étaient très bureaucrates, c'est-à-dire qu'un peu très hautain, très au-dessus. Bon, mais il a commencé, mais il faut qu'il continue dans ce sens. Hein. Il faut être présent auprès des forces de défense, les soutenir. Il faut de l'empathie. Il faut, je pense que cette tournée qu'il a faite va à la suite de tout le fait que le peuple tout entier a crié, a dit, mais non, il faut qu'il y ait des réactions. Il y a maintenant des camps, il y a plusieurs options. Il y a ceux qui ont dit qu'il faut absolument dialoguer avec ces gens pour qu'on en sorte dialoguer une fois pour toutes. Il y a ceux qui disent qu'il faut utiliser la méthode forte pour raser, ratisser. Il y a ceux qui disent qu'il faut que ça cesse par tous les moyens. Alors, on voit maintenant le ministre de la Défense, on défile. On a d'abord vu le ministre de l'administration territoriale sur le terrain pour pouvoir préparer aussi le terrain de son côté, c'est mobiliser une partie des acteurs. Maintenant, à la suite de lui, on voit maintenant le ministre de la Défense sur le terrain. Flavien, attendons de voir dans les semaines, les jours qui suivent, les actions. C'est ça qui nous permettra de dire, parce que le ministre, vous savez, la Défense, c'est la grande muette. L'armée, il ne va pas venir dire si on a décidé. Mais il y a eu des réunions, il a fait le tour. À la fin, maintenant qu'il est sorti, attendons d'observer la stratégie qui va se mettre en place. Si, à la fin, d'ici mi-décembre ou fin décembre, on aura entre guillemets rasé ou bien on aura mis, on attend de voir tout simplement, mais cela veut dire qu'il y a des actions qui vont suivre. D'accord, on peut s'attendre à quelque chose de positif, de mieux, je veux dire je ne dirais pas mieux, j'ai envie de dire la fin de la guerre, la fin de la guerre, peut-être pas, je n'imagine pas ce que vous pensez, peut-être je pense à la fin de la guerre, bien entendu. Voilà, si vous pensez à la fin de la guerre, nous sommes ensemble. Parce que lorsque j'ai écouté le discours, du ministre de la Défense, c'était, excusez-moi le terme, c'était un chef de guerre. C'était un chef de guerre qui parlait, qui disait il faut neutraliser ceux qui ont commis ces actes par tous les moyens. C'était un chef de guerre. C'est-à-dire qu'il ne venait pas pour la diplomatie. Il ne venait pas pour le dialogue. Ceux qui étaient là pour les tentatives de dialogue, c'est le MINAT et autres. Le MINAT qui est venu pour disant que ceux qui ont commis ces actions vont être maudits jusqu'à l'heure, je ne sais pas combien de générations, je ne savais pas s'il était déjà devenu pasteur entre-temps. Mais pour être plus sérieux, le ministre de la Défense est allé à Kumba pour dire les attaques ou alors la riposte sera à la dimension de ce qui a été fait. Mais est-ce la solution? Je pense que il est peut-être dans son rôle de la défense du territoire, mais est-ce la solution? Je dis non. Il faut revenir sur terre, disons-le comme ça, il faut revenir sur terre, faire un break, se parler pour qu'on puisse définitivement en sortir de ce bourbier-là. D'accord. Alors donc, pour finir un mot seulement, pour dire au président Gekam que je suis. N'attendez pas notre discours du ministre de la Défense. Hein. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit que le chef. Il est le chef de bataillon. Oui, c'est le porte-voix du haut commandement. Il faut rassurer. C'est le porte-voix du haut commandement qui est venu. Maintenant, les autres qui sont appelés à dialoguer, comme le Minat, qu'on a toujours connu, comme lui aussi étant quelqu'un qui va en guerre, si pour une fois il a choisi cette option, même de maudire, c'est déjà un pas. Donc ça veut dire qu'il faut. Ceux qui sont chargés
de dialoguer, de créer les conditions de dialogue, qu'ils fassent leur job. Ceux qui sont chargés de sécuriser les populations, qu'ils fassent bien leur job. D'accord. Alors, on va lire tout cela dans le journal Émergence ce matin, qui parle justement de Joseph Betty Assoma sur les voies de la sécurisation du territoire. Et là, à travers le journal, on peut découvrir autre chose aussi. Alors, dans la presse également, ce jour, il y a quelques acteurs aussi. On parle donc de comment Amadou Sardouna a sauvé Ketia Cortez dans le cadre de cette grève annoncée à la SIC. Vous avez quand même parcouru quelques sièges, je veux dire quelques sites de la SIC où on observe qu'il y a pratiquement l'insalubrité qui joue avec la population de ce côté-là, les habitants. Mais en fait, on a l'impression, Flavien, à regarder nos camps SIC, que ce soit à Douala, Yaoundé, à Garoua, je ne sais pas où, que ce sont des quartiers abandonnés, ce sont des camps SIC abandonnés à eux-mêmes. On se pose la question de savoir est-ce que la SIC elle a même encore la même mise là-dessus. C'est vrai, à un certain moment à Yaoundé, par exemple, quand c'est le Mendon, on a vu un début d'embellie, mais qui ne s'est plus terminé. Qu'est-ce qui a fait à ce que ça s'arrête? Comment est-ce que subitement on a laissé d'autres maisons comme cela? Et donc on veut nous faire croire que la SIC n'arrive pas en 2020 de créer une synergie, parce que ce sont ces camps. Et dans chaque camp, il y a des représentants de bureaux SIC qui existent avec tout cela. À l'ère de la communautarisation, du communautarisme, où les gens savent se mettre ensemble, on veut dire que les gens n'arrivent pas à se mettre ensemble pour que les camps SIC soient des exemplarités de l'hygiène, de l'assainissement. Parce que c'est de ça qu'il est question. Les gens ne peuvent pas se mettre ensemble dans les camps SIC. Est-ce qu'il y a, à regarder cela, est-ce que les camps SIC sont devenus un sanctuaire de sous-location ad vitam aeternam? Parce que c'est aussi cela. Vous allez trouver que celui qui a le bail, le contrat de bail, a sa maison ailleurs, ça dit, tout ça, et il sous-loue. Et c'est connu, et c'est là. À un moment, on avait pensé qu'il y a eu une sorte de campagne pour pouvoir remettre de l'ordre. Après, c'est toujours comme du saupoudrage. Après, on laisse, après, ça. Donc, moi, je pense que cette menace de grève, la grève, ça veut dire qu'il y a eu un début de dialogue par rapport à des problèmes qui ont été posés, qui n'ont pas eu de réponse à temps. Vous savez que la grève est toujours l'étape ultime lorsque les gens font des revendications. Donc alors, si il y a eu un coup, on est venu sauver, que la ministre est venue sauver, peut-être le DG de la SIC, peut-être c'est pour dire que peut-être que c'est la ministre qui avait un peu la réponse à cette situation. Ça, ce sont les engagements. Est-ce que la ministre est venue rassurer ceux qui voulaient se gréver que non, ce que le DG vous dit là est vrai? Et c'est moi qui tiens un peu les éléments, pas moi en fait. Je vous rassure que ce que vous voulez, vous l'aurez à tel... Je me dis que ça doit être ça. Donc on n'a pas les dessous, mais pour dire quand même que peut-être que ça dépendait aussi, une partie, la réponse dépendait d'elle et qu'elle est venue donner des assurances pour que le mot d'ordre soit levé. Oui, un mot. Mais Flavien, il faut dire que cette maison charrie un peu beaucoup de soubresauts entre le président du conseil et madame la présidente du conseil d'administration, qui est la ministre du développement urbain et de l'habitat, et le directeur général qui est Amadou Sardouna, qui ne s'entendent pas pour un oui, pour un non, dans la gestion quotidienne. De ce côté-là, on dénonce un tout petit peu l'omniprésence du président du conseil d'administration dans la gestion quotidienne du directeur général, et ce qui amène, qui crée forcément deux camps au sein de cette entreprise. Ce n'est pas bien forcément pour la SIC. Idriss ici a essayé d'énumérer un certain nombre de griefs qui sont reprochés à l'image de cette entreprise. Vous avez des camps SIC qui sont pratiquement totalement abandonnés. Vous avez des problèmes de sous-location qui sont légion là-bas. Je me souviens que lorsque le directeur général est arrivé récemment, j'ai cru entendre qu'il s'est attaqué à ce problème, mais plus rien. Vous comprenez qu'il y a un certain nombre je ne dirais pas d'élite ou alors de points de régime. Il y a tout un système. Tout un système qui est soutenu par cet état des choses. Mais je pense que le directeur général doit avoir le courage du décret, affronter ces problèmes pour que ceux qui doivent bénéficier de ces camps SIC-là, ces logements-là puissent le bénéficier. Parce que si vous savez que les logements là-bas sont moins chers, vous avez des appartements qui coûtent pratiquement 30 000 francs, CFA. Et donc, du coup, vous avez ceux qui ont droit à ce logement, le récupèrent, le donnent à Flavien Ballon Dongo ou à Idriss Lissom,
mais ils vont habiter ailleurs. Donc, c'est cet état de choses que nous vivons de ce côté-là. Mais pour sortir... Il faut dire que à ceux à qui ils donnent payer 2 fois le prix. Hein. Voilà, pour sortir pratiquement de ce sujet, il faut dire qu'il faut appeler la sérénité entre le président du conseil d'administration et le directeur général, parce que la SIC, ce n'est pas leur maison, c'est une entreprise publique. Et il faudrait que les gens cessent de penser que lorsque le président Biya a donné un décret, c'est pour eux et leur famille. C'est pour le public, c'est pour servir le public. D'accord. Et c'est à ça qu'il Alors, vous aurez l'occasion de lire également ce que le journal propose ce matin. Merci à vous. Vous aurez également la possibilité, si vous faites un tour en kiosque, demain, ce sera jeudi, et là, ce sera la 4e édition de la semaine. Vous serez en compagnie de Jean-Paul Chuniat. Bonne journée à tous.